Bonjour à tous, je suis Fatine, architecte et life coach et je vous souhaite la bienvenue sur Pep Talk with Fatine, le premier podcast morocco-belge qui vous parle de motivation, de productivité, de gestion du stress, de la culture du bonheur et des relations de couple. Une bonne panoplie de sujets liés au développement personnel, bref, un podcast qui vous tire vers de plus belles auteurs. Sur Pep Talk with Fatine, j'invite des personnes de diverses spécialités à vous faire profiter de leurs expériences, de leur vécu et de vous exposer un condensé de leur propre méthode. Merci à tous les auditeurs venus d'ici et d'ailleurs d'être à l'écoute. J'ai aujourd'hui avec moi une douce pépite, Leïla, qui est ingénieure, mais pas seulement, puisque Leïla s'est tournée il y a quelque temps vers l'enseignement de la méditation de pleine conscience et aussi vers de mindfulness therapy, tant de choses qui, je suis sûre, ont changé sa vie, surtout suite à son burn-out professionnel. Mais par-dessus tout, Leïla est aussi maman, alors comment on passe d'un épuisement professionnel à la découverte d'une nouvelle passion, le tout en ayant un bébé dans les bras, c'est ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui et j'ai hâte tout autant que vous d'en savoir plus. Bonjour Leïla. Bonjour Fatine, c'est un plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Mais c'est un réel plaisir pour moi de t'avoir aussi. Alors, est-ce que tu peux juste te présenter davantage pour nos auditeurs et nous dire un peu qui est Leïla ? C'est toujours une question un peu délicate. On peut passer des heures ou on peut y passer quelques, quelques secondes. Non, je dirais, Léla, c'est une jeune maman trentenaire qui a grandi au Maroc jusqu'à ses 18 ans, qui est venue en France, plein d'idées dans la tête, plein de rêves dans la tête, qui avait envie d'être ingénieur, qui l'a fait, qui a fait aussi une carrière et qui a rencontré à un moment beaucoup d'envie de perfection. Et cette envie de perfection l'a un peu gênée dans sa vie pour utiliser des mots plus doux, mais on va rentrer un peu plus dans le détail, et qui a rencontré la pleine conscience, toujours la pleine conscience, elle l'a rencontrée pas parce qu'elle voulait se calmer, mais parce qu'elle voulait encore plus, en fait. Elle voulait faire plus, elle voulait plus de focus, et tout le temps à recherche du mieux, de plus. Et elle s'est pris une bonne claque dans la gueule. Et s'est pris une bonne claque dans la gueule parce que en découvrant la pleine conscience, je suis partie et puis je pensais que voilà, je vais apprendre un nouvel outil, un nouveau moyen d'être plus concentrée, d'être mieux, etc. Et j'ai découvert bien, bien plus que ça. Mais on va rentrer dans le détail. Je ne fais pas de... je ne gaspille pas en quelques petites secondes ce dont on va parler pendant tout l'épisode. Alors justement, parlons juste un petit peu de ton parcours et ce qui a conduit petit à petit à ce burn-out professionnel. Mhm. En fait, tu vois, quand tu as parlé de burn-out au début, je me suis dit, ah, non, mais j'ai pas vraiment vécu un burn-out. Et c'est ce qui se passe souvent. Genre, on a toujours du mal à mettre le mot dessus. Et il y en a qui disent, j'ai fait un mini burn-out. Il y en a qui disent, ouais, j'ai frôlé le burn-out. Il y en a qui disent, et j'ai toujours eu du mal avec ce mot-là parce que il veut dire que y a quelque chose en nous qui va pas, qu'est-ce qu'on n'est pas assez bon, parce que voilà, on n'a pas réussi à gérer de la même manière que tout le monde gère. Et le fait de voir quelques statistiques, genre il y a une personne sur deux, par exemple en France, qui a vécu au moins une fois dans sa vie un épisode de burn-out. Mm. C'est énorme. C'est énorme. Donc, quand on voit ces statistiques-là, on se dit, ah, c'est peut-être ça. Et on a du mal à le reconnaître. Et même, j'ai des amis autour de moi qui sont partis chez le médecin et le médecin a prescrit un burn-out. Et eux, ils se sont dit, non, mais en fait, j'ai juste fait semblant près du médecin pour qu'il me donne un certificat et que je me repose. On n'assume pas. Non, mais c'est même pas question d'assumer, c'est même par rapport à soi. Au début, on n'est pas à l'aise avec ça. On n'est pas à l'aise avec ça, c'est tabou, et c'est aussi chez nous, hein, ça peut aussi être synonyme d'échec, tu vois. Genre, j'ai pas réussi. Quand tu fais un burn-out, ça fait que j'ai pas réussi quelque chose. Alors que c'est pas exactement ça. Et quand tu vas chez un médecin et que tu es en pleurs devant un médecin, il n'y a pas de semblant. Tu peux pas faire semblant de pleurer devant un médecin. Donc, au bout d'un moment, il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose de vrai derrière. Et donc, pour raconter mon histoire à moi, dans mon travail, je voyage beaucoup.
Et j'avais une mission où je voyageais, je faisais Lisbonne, je faisais l'Allemagne, je allais à Dublin, je faisais plein de pays. Et du jour au lendemain, je t'ai ramenée à voyager. Ce qu'on peut, tu vois, au début, je me suis dit, c'est chouette, tu vas voyager, tu vas découvrir plein de pays et tu vas être dans des hôtels extraordinaires. Que veux-tu de plus que ça? Mais j'ai aussi eu à manager des équipes à distance. Mm. Et je travaillais avec c'était des gens aux États-Unis, donc il y avait des horaires. En fait, le projet ne dormait pas. Moi, je dormais, mais le projet ne dormait pas. C'est-à-dire qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui réfléchissait sur quelque chose et tu te lèves, il y a quelqu'un qui avançait. Et donc, c'est d'une dynamique extrêmement, extrêmement forte, enrichissante. Mais j'avais très envie, en fait. J'avais très envie de faire plus. J'avais envie d'apprendre. C'était ultra intéressant. Je rencontrais des gens, en plus des consultants qui travaillent avec moi, des développeurs. J'ai rencontré des partenaires qui ont fait des choses extraordinaires aux États-Unis. C'était génial. Franchement, c'était top. Et je pense que ce qui se passe souvent, c'est ce truc de c'est top, j'ai envie d'en donner plus, j'ai envie de faire plus. Et je sentais que voilà, je voulais tout le temps, tout le temps, tout le temps travailler. À ce moment-là, je n'avais pas encore d'enfant, que je pouvais encore le faire. Je t'avoue que pour ma relation voilà, maritale, c'était un petit peu compliqué de ne pas être là en semaine. Mais ça se gérait plutôt. Ça se gérait Ouais. plutôt. Sauf que ce qui se gère plutôt dans une durée assez courte, de une semaine, 2 semaines, quelques mois, quand ça commence à devenir plusieurs mois, vers plutôt une année, là, euh, on Ça ne suffit. peut plus tirer tout le temps. Pardon? Ça commence à se faire sentir. Exactement. Et on ne peut plus tirer sur la corde tout le temps. On ne peut plus être, tu vois, essayer de tout faire tout le temps. Et à ce moment-là, c'est même pas que je me suis dit, tu vas te calmer, Leïla. Même pas ça, tu te rends compte? Même pas ça. Je me suis dit, non mais Leïla, tu ne fais plus assez bien. Essaye d'autres méthodes, tu vois. Réadapte. Exactement. Et tu vas être plus focus, tu vas être meilleur, tu vois. Et donc, j'avais entendu parler de la méditation de pleine conscience à ce moment-là. Et j'étais même pas partie voir un médecin. J'avais entendu parler de la méditation de pleine conscience. J'avais cherché sur Google réduction de stress, etc. Et je me suis dit, bon, ouais, ces trucs-là, c'est un truc de perché. Tous les gens commencent à méditer. Moi, je ne vois pas comme ça, m'asseoir sur un coussin et ne rien faire. C'est quoi ce truc? Et donc, je me suis dit, ouais, bah oui, honnêtement, c'est comme ça que ça a commencé, hein, je l'avoue. Et je me suis dit, j'ai lu quelques articles et j'ai vu que c'était efficace pour réduire le stress, que c'était efficace pour avoir plus de concentration. Je me suis dit, tiens, tu vas essayer ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la découverte. Mon Dieu, Comment la ça se découverte. Est-ce que tu as fait ça seul chez toi ou est-ce que c'est quelque chose que tu as fait en groupe, une sorte de cours ou comment ça s'est passé en fait? Hmm. Au début, j'avais honte d'aller en groupe. Ouais. J'avais honte d'aller en groupe de la même manière que certaines personnes ont honte d'aller voir un psychologue. Mm. Je me suis dit, oh, il n'y aura que des gens hyper dépressifs, machin, et ça, c'est pas moi, et ça, c'est... Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un groupe en ligne. À ce moment-là, les groupes en ligne, ça n'existait pas. J'ai fait mon parcours à moi, sans forcément, on m'a dit, bon, fais un groupe, même à distance, etc. Je me dis, non, non, je vais faire mon truc. J'ai trouvé un programme en ligne qui était... Les programmes en français n'existaient pas à ce moment-là. Et je l'ai fait en anglais, sachant que j'aurais préféré, tu vois, avoir la langue que je parle le plus souvent. Mais bon, vu que je travaille tout en anglais, je me suis dit, c'est pas grave. Et j'ai suivi à mon propre rythme. Et j'ai commencé, je me suis installée, il y avait un programme et je le suivais. Et je suivais au début. Et quand je fermais, tu vois, je fermais mes yeux. Le podcast, il a enregistré un audio. Et toi, tu me vois, là, fermer mes yeux. Et je crispais mon visage. Il y avait mes mains qui étaient crispées. Il y avait tout en moi qui était crispé. Je me dis, faut que tu te concentres, faut que tu te concentres. Tu vois, le perfectionniste jusqu'au bout. Faut que tu le fasses. Et avec le temps, vu qu'on est guidé par la voix, je commençais par ce qu'on appelle le body scan, le scan corporel. Je ne sais pas si tu connais Fatine, mais le fait de scanner ton corps avec la respiration et tu vas vers les pieds et les jambes. Et j'ai Exact. appris qu'on n'est pas qu'une tête. J'ai appris en fait à sortir de ma tête, à descendre vers le corps.
à Ouais. descendre vers les corps et c'était magnifique. Et ensuite, la deuxième semaine, c'était avec la respiration, ensuite un peu les mouvements de yoga et s'asseoir avec le difficile. Et donc oui, je l'ai fait dans un programme en ligne et il fallait toutes les semaines, tu vois, tous les jours, quand tu fais ta méditation, écrire. Écrire ce que tu as senti au niveau de tes émotions, tes pensées. Faire un peu de journaling. Exactement, exactement. J'avais jamais fait de journaling avant. Je pense que mon dernier journal doit dater de mes 12 ans, 13 ans, lorsque j'écrivais sur mes petits copains et mes petites robes et les gens que j'ai envie de, de frapper. Et celui-là, il m'a pris mon truc. Voilà, c'était mon journal intime, en fait, de 12-13 ans. C'est le dernier journal que j'avais eu. Et puis, j'ai commencé un journal avec la mindfulness. Voilà. Et Alors? depuis, je pense que cette activité de journal ne m'a jamais quittée. Et j'ai commencé à découvrir m'asseoir avec moi-même. Je me suis assise et au début, j'étais impatiente. Au début, je me suis dit, non mais il y a mon téléphone qui sonne, il y a ce truc-là. Et franchement, c'était pas agréable. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Je dois faire ci, je dois faire ça. Et même plus que ça, c'est que j'ai commencé à avoir des sentiments d'impatience, en fait. Tout ce que j'ai dans ma vie, j'ai commencé à le vivre dans la méditation. Je suis impatiente. C'est bon, je vais faire elle dure 30 minutes, je vais faire 2-3 minutes. D'ennui, d'ennui. Le fait de s'asseoir, de ne rien faire, d'ennui. Et les émotions qui commencent à se manifester, se sentir que aujourd'hui, je ne me sens pas très bien, je suis un peu oppressée, je suis fatiguée. Et au fil du temps, plus je m'assois avec moi-même et plus ces sentiments un peu plus subtils commençaient à se manifester. Et c'est comme si je n'avais pas envie de m'asseoir avec moi-même. Et la méditation de pleine conscience m'a regardée et tu vois, comme j'ai dit, je voulais attraper ce petit poisson et le poisson m'a regardé, il a rigolé, il a dit tu voulais me mettre dans ton filet de pratiques supplémentaires à ajouter. Et en fait, je voulais pas m'asseoir avec moi-même. Donc ce petit poisson m'a regardé et m'a dit pourquoi tu veux pas t'asseoir avec toi-même, Leila? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en toi? Et cette question de self-care, de regarder vers soi et regarder ce qui se passe en nous et de gérer son énergie, tout ça, je l'ai découvert avec la pleine conscience. Et donc, j'ai commencé au début et j'ai fait une erreur. J'ai fait une grande erreur. C'est que quand j'ai commencé à me sentir mieux. Au bout d'un moment, je me suis dit, ah, c'est bon, ça c'est le passage, le plus dur est passé, maintenant je sais gérer, je vais retourner à mon ancienne routine. Et donc là, j'avais pas compris, je pense, j'avais pas encore compris. Et donc en m'entraînant un peu plus, j'ai commencé à apprendre à dire non, tu vois. Par exemple, j'avais une mission, il fallait travailler jusqu'à minuit, et j'avais déjà vécu ça avant. Et donc, j'ai rapidement mis le stop. Ouais. J'ai rapidement dit que ça n'allait pas. J'ai rapidement été confortable avec le fait que c'est un peu plus que ce qu'il nous faut et que ce qu'un humain peut endurer. Et quand on se met, quand on est d'accord avec ça, quand on s'ouvre à ça, quand on laisse la place à ces émotions pour qu'ils s'expriment, c'est là qu'on retrouve la paix. Parce qu'on ne va pas se calmer juste parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on nous l'a imposé, parce qu'on nous a mis peut-être en arrêt, mais parce qu'on l'a choisi, parce qu'on sait que c'est bien pour nous, parce qu'on sait qu'on va être mieux et qu'on va être plus efficace. Et donc, tout ce que j'ai cherché au début, avec la pleine conscience, j'ai fini par l'avoir. Le plus d'efficacité, plus de focus, plus... Mais c'était un chemin. Bien C'était sûr. un chemin. J'ai dû apprendre à ralentir pour aller mieux et pour mieux avancer. Je vais te laisser un peu la parole, parce que je parle beaucoup. Mais justement, tu étais au boulot, tu as commencé à sentir que le rythme, ça allait trop vite. En plus, tu étais loin de ta famille, loin de ton mari, en tout cas. Donc, c'était pas toujours facile tous les jours. Et puis, à chaque fois, le travail augmente, j'imagine. Et puis, les voyages, c'est sympa, mais à force, ça peut être aussi prenant aussi. Euh,
Et donc, tu as commencé à ressentir ces signes de j'ai besoin de ralentir, il y a un truc qui cloche, j'ai besoin de me poser un petit peu, etc. Donc, et c'est là que tu as découvert la pleine conscience que tu as abordé timidement au début. Voilà, parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce que c'est que ce truc, un truc de starbé, on se pose. Voilà, et puis finalement, tu découvres, au début ça te fait rien, et au début c'est compliqué, comme toute personne qui se met à méditer pour la première fois, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de foutre ici, quoi, à fermer les yeux, à rien faire du tout. Et puis, la pratique se met en place, semaine après semaine, on comprend, on commence à comprendre enfin que voilà, maintenant on a ralenti un coup. Et donc voilà, tu as pu aussi petit à petit, j'imagine, pallier à ces préjugés que tu avais toi aussi de l'épuisement professionnel, je veux pas trop le dire, mais en fait c'est ça. Et de la même manière que tu pallies aux préjugés de qu'est-ce que c'est que cette pleine conscience, je veux pas assumer que je le fais, mais en fait j'ai envie de le faire. Alors parce que où est-ce que tu t'es situé par rapport à tout ça et comment tu as pu dépasser ces préjugés que toi tu avais, mais que tellement d'autres personnes ont aussi. C'est une très belle question parce qu'en général, la plupart des choses qu'on fait, on les fait pour plaire. Oui. On fait des choses pour plaire à ses parents, on fait des choses pour plaire à son entourage, à ceux qu'on aime, on fait des choses pour plaire à son boss. Et finalement, dans cette quête de je veux plaire à tout le monde, on s'oublie, Mhm. on s'oublie. Et on a l'impression qu'on a besoin d'être quelqu'un d'autre pour que les autres nous aiment. Donc on est tout le temps en train de se mettre une image dans la tête d'un idéal à atteindre. Et quand on n'est pas dans cet idéal, on n'a pas forcément confiance en nous, on n'a pas forcément envie de se montrer, on veut montrer, on veut cacher plein de choses, on veut cacher nos défauts, on veut cacher nos courbes, on veut cacher euh, nos cheveux, on veut cacher plein de choses. Et quand on s'assoit avec ça, et quand on se dit, qu'est-ce qu'il y a en moi? Ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon expérience, ça fait partie aussi de qui je suis, et je suis en constante évolution. Et quand on s'assoit avec ça et qu'on commence à comprendre, eh bien on s'accepte déjà, on commence à s'accepter tel qu'on est. Et on découvre des trésors. On découvre des Mhm. trésors. On découvre des trésors parce que on passe notre temps à chercher à l'extérieur une solution et même à demander aux autres qui trouvent des solutions pour nous quand on est Ouais. bloqué. Et on passe pas ce temps à s'asseoir avec nous-mêmes et nous dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce que je veux en fait? Tout Qui je simplement. suis? Qu'est-ce que j'aime? Et la pleine conscience m'a permis de faire ça, de faire ce travail-là. Et de me dire, eh bien, si l'autre n'accepte pas qui je suis tel que je suis, le problème, il n'est pas en moi. Le problème, il n'est pas en moi. Parce que moi, je l'accepte tel qu'il est. Mais s'il ne m'accepte pas tel que je suis, c'est peut-être qu'il ne me respecte pas. Ou alors, et c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'en lui, il y a quelque chose qu'il n'accepte pas. Ouais. Les gens qui critiquent souvent, voilà, celle-là est un peu grosse, celle-là est machin. Eux, en eux-mêmes, c'est quelque chose avec lesquels ils sont pas à l'aise. Ils sont pas à l'aise. C'est quelque chose dont ils ont peur aussi. Et donc, ça fait appel à leur propre peur, ça fait appel à leur propre perception d'eux-mêmes, ça fait appel à plein de choses. Et quand on se rend compte que le problème, c'est pas en nous, c'est celui qui a pensé ça. Par exemple, je vais te donner un exemple de question de burn-out. Les gens qui disent, je vais pas enfin, ils disent, ah, celui-là, il a déjà été en burn-out, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas très bien gérer, etc. Lui-même, il a peur de tomber là-dedans. Lui-même, il a peur d'un jour tomber là-dedans, parce que les statistiques sont là. Mhm. Et de voir que quelqu'un a travaillé sur lui-même pour pouvoir dépasser ça et ne plus retomber là-dedans, et qui a fait un chemin sur ses émotions, la gestion de ses émotions, sur un chemin sur comprendre ses pensées, un chemin sur revivre avec son corps, etc. Je pense que c'est quand même inspirant de se dire que quelqu'un est passé par là. Moi, j'aime bien raconter mon histoire d'où je viens, même si je n'ai pas toujours été à l'aise avec, pour que ça donne un message d'espoir. De Dis-moi se tout. dire, rien, tout change, tout change, tout change. Mhm. Si tu as envie de travailler sur toi-même, tu peux avoir confiance en toi. Si tu as envie de travailler sur toi-même, tu peux être plus calme. Si tu as envie de travailler sur toi-même, tu peux sortir et raconter ton histoire d'avant. Parce que
c'est ton histoire d'avant. C'est ça. C'est ton histoire d'avant. Et c'est quelque chose qui fait partie de toi. Et heureusement, franchement, heureusement que ce corps est là. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un burn-out en fait? C'est quoi un burn-out? C'est que, et d'ailleurs, il y a un burn-out et le burn-out émotionnel. Un burn-out, c'est, tu as quelque chose qui toque à ta porte, tu vois. Ça toque, ça toque, ça toque. Et donc, du coup, tu sens un peu de fatigue. Tu te dis, non, mais je vais encore un peu donner. Dans ta tête, il y a des pensées. Enfin, tu n'es plus aussi concentré qu'avant, etc. Et tu te dis, non, mais il faut que je fasse plus. Et ensuite, quand tu n'écoutes pas ces signaux, ça attaque tes émotions. Tu commences peut-être à avoir des signes de pleurs. Tu commences peut-être à être désagréable, à être agressive envers les autres, etc. Et quand tu n'écoutes pas ça, eh bien, ça attaque ton corps. Et il y a des gens qui attendent de ne plus pouvoir se lever du lit pour se dire, ah oui, effectivement, je suis en burn-out. C'est Tu ça. vois? Donc, c'est un peu ça. Et l'épuisement, il n'est pas que professionnel. Il n'est pas que professionnel. Il n'y a pas que les gens qui travaillent jusqu'à minuit qui sont épuisés. Il y a aussi, enfin, il n'est pas que professionnel et il n'est pas que temps passé. Parce qu'il y a des métiers qui sont usants émotionnellement. Il y a des métiers je pense aux professeurs, tu vois, aux professeurs d'école. C'est une énergie incroyable. C'est une énergie. Moi, j'ai un enfant à la maison. Et quand je pense à ceux qui sont dans les crèches, etc., oui, ils ne travaillent pas jusqu'à minuit, mais c'est une énergie incroyable. C'est une Bien sûr. énergie incroyable. Et les femmes au foyer, ou les hommes au foyer d'ailleurs, c'est un travail. C'est un travail à plein temps. Parce que eux, ils attendent, enfin, à 18h, 19h ou peu importe l'heure, c'est jamais fini. Ça se termine quand bébé dort. Donc je veux aussi, tu vois, quand on regarde un petit peu cet épuisement de manière un peu plus holistique, et de se dire ce lien corps, esprit, qu'est-ce que je fais avec ça, et que je peux en sortir, et qu'il ne faut pas attendre d'en arriver là pour travailler sur soi. Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie de travailler sur soi, je pense. En tout cas, c'est une perception personnelle. Alors, selon toi, quels sont les signes avant-coureurs qu'on peut détecter déjà comme ça pour savoir qu'on est en train de foncer droit dans le mur? Il y a des signes qui sont assez communs. Typiquement, lorsqu'on se lève avec une boule au ventre, qu'on ne veut pas aller au travail, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on est dans son ordinateur ou son action, tout le monde ne travaille pas forcément devant un ordinateur, mais lorsqu'on est dans son travail et qu'on n'arrive pas à faire la tâche que nous sommes en train de faire, on va ouvrir un fichier, on va aller sur Instagram, on va aller sur ça, on va aller sur ci, on va vouloir faire des pauses café, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'on n'a pas envie d'y être. On n'a pas envie d'y être. Et ce manque d'envie d'y être, c'est un signe que, ou bien c'est pas aligné avec qui on est, et qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, ou bien qu'on en a trop fait et que c'est le moment de ralentir. Et à ce moment-là, en fait, pourquoi il faut le détecter à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, on peut aller doucement vers les choses. On peut prendre des décisions qui vont être constructives, puisqu'on va doucement avancer. Le risque d'attendre jusqu'à atteindre un burn-out, c'est de prendre une mauvaise décision. Il y en a qui du jour au lendemain, ils claquent la porte et ils s'en vont. Et voilà, il y en a qui ont des dettes, il y en a qui ont des choses. Enfin, c'est pas le monde des bisounours. C'est pas le monde des bisounours. Et donc, le fait de s'en rendre compte un peu plus tôt, eh bien, ça permet de commencer à gérer sa jauge d'énergie. Je trouve qu'on est énergie. C'est pour ça que j'aime pas parler que du temps. C'est temps passé et énergie que ça prend. Énergie. Quand on voit, par exemple, qu'on a des journées où on condense plein de choses qui prennent de l'énergie et qu'on sent à la fin qu'on est épuisé émotionnellement, on peut commencer à voir ces tâches-là qui sont très preneuses en plus petite dose. De dire, au lieu de passer 8 heures à faire que ça, eh bien, je vais cette tâche-là qui prend beaucoup d'énergie, je vais la répartir sur mes journées
et casser avec des choses qui prennent moins d'énergie. C'est ça. Et bien la casser avec autre chose. Et on installe des rituels, des routines, et on réorganise notre journée. Et le fait de le faire un peu avant, c'est très intelligent, mais de manière plus réaliste, très peu de gens le font avant. Très peu de gens le font. En tout cas, quand je vois autour de moi, très peu de gens le font. Parce qu'ils ne détectent pas ces signaux-là. Par contre, si on s'entraîne à la pleine conscience, on peut commencer à détecter ces signaux plus tôt aussi. Parce que, et j'ai pris ça de ma fille. En fait, les émotions qui sont les plus prépondérantes et les pensées qui sont les plus prépondérantes, tout ce qui se passe au niveau de la surface est très clinquant. Ça fait... Tu vois, c'est ça. Ça fait du bruit. Hein. Ça fait beaucoup de bruit. Et donc, on n'écoute que ça. Sauf qu'il y a des choses un peu plus douces. Là, il y a une petite fraise un peu plus douce et qui font beaucoup moins de bruit. Je vais la mettre dans ma petite boîte. Elle va faire un tout petit peu de bruit. Ça se trouve, ça ne va même pas s'entendre dans le micro. Et quand on s'assoit avec nous-mêmes, on laisse la place à ce petit bruit. Pourquoi? Parce qu'on va observer une pensée ou une émotion ou une sensation corporelle qui est... Mais on ne va pas s'attacher à elle. On va la laisser passer et on va voir qu'il y a d'autres choses derrière, d'autres choses qui s'installent. D'autres choses, des petites voix, des toutes petites voix, tout douces, qui murmurent, qui disent des petites choses, mais qui disent des choses qui sont merveilleuses. Et quand on écoute cette petite voix-là, eh bien cette petite voix, elle nous dit « Prends soin de toi, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de bien manger, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de câlins. » Elles sont beaucoup plus importantes que ces voix trop bruyantes qui disent des choses qui finalement sont parfois insensées. Exactement, exactement. Et quand on écoute un peu ça, eh bien, on commence à prendre soin de nous plus tôt. Et on commence à être, ou bien, je suis un peu triste aujourd'hui. Derrière ce grand sourire, je suis un peu, c'est le comment tu te sens. Ah là 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 là. Je suis énervée. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Ah ben, parce que je suis fatiguée. Parce que je suis un peu triste. Parce qu'il y a les toutes petites choses qui commencent à venir derrière. Et c'est un travail formidable, mais vraiment formidable, formidable, formidable. Moi, en tout cas, je suis en total in love et je pense qu'il y a toute une vie pour commencer à apprécier ça. Et la vie est courte. Et la vie est courte. La vie est très, 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 très courte. Quand on passe notre temps à courir derrière des choses qui sont urgentes mais non importantes, c'est qu'on passe à côté de l'important. Et quand on passe à côté de l'important, peut-être ça ne va pas se manifester aujourd'hui, mais ça se manifestera plus tard. Et la seule chose qu'on ne peut pas reprendre, c'est le temps. Non, c'est certain. C'est certain. Il faut donc l'utiliser du mieux possible. Et j'avais envie de te poser aussi une question. C'est maintenant que tu as découvert la pleine conscience et que tu as pris un peu de recul, comment qu'est-ce que tu fais différemment d'avant? C'est-à-dire qu'avant, voilà, tu avais un rythme de travail qui était acharné, tu as implémenté tes exercices de pleine conscience. Mais qu'est-ce qui a changé aussi dans ta manière de travailler et d'organiser tes journées concrètement? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Déjà, le fait de commencer la pleine conscience, ça fait que je n'ai pas forcément claqué la porte. Je ne suis pas partie. Ouais. Parce que je me suis dit, de toute façon, si tu claques la porte et que tu vas ailleurs, ça va être la même chose. Et je me suis rendu compte que le problème, ce n'était pas le rythme qu'on m'imposait, c'était le rythme que je m'imposais à moi-même. Ouais. C'était pas le stress qu'on me faisait subir, mais le stress que je me faisais subir à moi-même. Que ce n'était pas ce que pensaient les autres de moi qui était négatif, mais ce que je pensais de moi qui était négatif. Et donc, lorsque j'ai retourné un peu ça et que je me suis assise avec moi-même, j'ai commencé à écouter tout ça. Déjà, j'ai appris à laisser de la place au fait d'être, sans forcément tout le temps faire.
Parce que des fois, on est dans le faire parce qu'on ne sait pas s'asseoir et être. On peut avoir des journées qui sont hyper chargées sans forcément être productives. Mais l'intelligence, l'intelligence dans le fait d'organiser sa journée et de laisser du temps au fait d'être, c'est qu'on a des journées moins denses, mais plus productives. En fait, ce que j'arrivais pas avant à gérer en une journée, aujourd'hui, je peux gérer en moins de temps et faire plus sans m'épuiser. Ouais. Parce que je fragmente. Je gère mon énergie, je gère mon planning autour de ma semaine et je fais les choses différemment. Mais il n'y a pas que ça. Le fait, je dis souvent qu'on a un sac à dos sur le dos avec tous nos soucis, qui est plein de tous nos soucis. On peut dire qu'on met dedans des pierres ou des sacs des pommes de terre. Mais j'aime bien l'expression de pommes de terre parce que les pommes de terre, ça pourrit avec le temps. Donc, quand on les laisse trop longtemps, ça commence à sentir, à pourrir, etc. Ouais. J'aime bien cette image-là. Et donc, nos soucis, quand on les traîne tout le temps avec nous, on a beau être dans un lieu formidable, on va sentir le poids de ces problèmes-là. Et donc, ça serait mentir de dire que, ah oui, depuis que j'ai découvert la pleine conscience, je rigole tous les jours, je ne regarde que le positif. C'est pas vrai. Et je pense qu'il n'y a aucun humain qui est comme ça. Et quelqu'un qui est comme ça, c'est qu'il a un souci, parce que notre émotion, elle est là avec un message. Elle porte un message. Lorsqu'il y a une émotion de tristesse, une émotion de sentiment de ne pas être à sa place, etc. Tout ça, il porte un message. C'est un message à écouter. Et donc oui, j'ai des hauts et des bas comme tout le monde. Mais par contre, quand tout va bien, je ne traîne pas mes soucis avec moi. Ouais. Quand je suis avec mon enfant, quand je suis avec ma fille, je suis avec ma fille, c'est tout. C'est tout. Et pleinement. Et elle le sent, elle sent que je suis là. Je suis présente physiquement et mentalement. C'est pas je suis présente physiquement, mais ma tête est encore au travail, je réfléchis aux soucis. Ça sert à rien. Je sais que ça sert à rien et je m'entraîne à revenir. Parce que des fois, il y a une pensée qui dit ah, il faut que je. Reviens, ça sert à rien. Parce que de toute façon, ce temps-là, il n'a pas de prix. Ce temps avec ma fille qui grandit, il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Et ces moments avec elle, et ces petits câlins, imagine si j'étais pas là. C'est là que je me dis, et si j'avais pas fait de burn-out, et si j'avais pas rencontré la pleine conscience, j'aurais pris ma fille dans mes bras, etc. Mais j'aurais pas vécu pleinement ces moments-là. Je les aurais pas vécus pleinement. Vivre le présent. Exactement. J'aurais pas été présente dans le bonheur. Vraiment dans le bonheur. Lorsque je vais à un endroit et qu'il y a des fleurs qui commencent à pousser, je suis là, oh, tu le regardes, et ça me remplit d'énergie. Ça me remplit d'énergie pour pouvoir aussi faire autre chose. Et ce moment avec ma fille, par exemple, il me remplit d'énergie. Il me remplit d'énergie. Même si c'est épuisant physiquement de courir derrière, etc. Mais ça me remplit d'énergie, ça me remplit d'amour. Et il y a l'ocytocine aussi qui joue un rôle, cette hormone de l'attachement. Et en fait, quand on s'en rend compte physiologiquement, et quand j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie et aux neurosciences et comment ça fonctionne notre cerveau, à comprendre que c'est physique en fait. C'est physique, que cette hormone-là, elle permet de calmer notre système nerveux, de retrouver l'équilibre, etc. Et quand on fait ça correctement, on a du temps pour autre chose. Qu'est-ce que je fais différemment ? Le jugement. Avant, je me jugeais de ne pas avoir fait les choses parfaitement, ou jugement de soi et même des autres. Ah, mais celui-là, machin, tu vois, on le fait un peu tous. Et là, je fais ce point d'interrogation. Juste ce point d'interrogation. De dire, ah, je vais pas, ou bien je vais pas réussir à le faire, je vais pas. Qui a dit que j'allais pas réussir à le faire ? Qui a dit ça ? Personne. Personne. Et même si quelqu'un me le dit, qui me dit qu'il a raison ? Tu vois, ce recul-là par rapport à ce qu'on écoute, ce qu'on entend, on peut se détacher un peu de ça et de le remettre en question.
Pas forcément de le nier, de dire « Ah non, non, ce qu'il dit c'est n'importe quoi » ou « Ce que je dis c'est n'importe quoi ». Peut-être c'est porteur un message. Peut-être que cette personne a vu quelque chose qu'on fait qui est pas... qui a amélioré, ou bien que ça reflète en elle, ses insécurités. Ouais. Et donc le fait de ne pas être dans la culpabilité aussi. Je pense que j'aurais pas fait la pleine conscience, j'aurais culpabilisé de faire garder ma fille, par exemple, durant la journée, le temps que je travaille. J'aurais beaucoup culpabilisé. Ça m'aurait vraiment démangé. Sauf que là, quand je la dépose et que je vois, et même quand on dépose notre enfant avec quelqu'un et que nous, on n'est pas à l'aise, même l'enfant, il n'est pas à l'aise avec cette personne-là. Je sais qu'elle est en sécurité, je sais qu'elle est bien, et je sais que je vais la voir après, quand je vais finir, et que je vais faire mon maximum pour finir le plus tôt possible. Eh bien, j'ai l'énergie, j'ai la force pour faire ce que je vais faire. Je ne vais pas passer ma journée à culpabiliser, à penser à elle, et puis non, mais elle est en garde et moi je suis là. Non, je dis non, je vais faire mon maximum. Et tout ça, je le fais aussi pour elle, je travaille aussi pour elle, aussi pour lui montrer qu'une maman, elle peut faire plein de choses, qu'une maman, elle peut aussi suivre ses rêves, une maman, elle peut profiter de ses enfants, elle peut faire un peu tout ça. Et quand je la récupère, c'est fini. C'est fini. Voilà. C'est mon moment avec elle. Et j'ai aussi, pourquoi je pratique la pleine conscience et que je l'enseigne en parallèle de mon travail, c'est que j'ai envie que les gens vivent ça. Je veux que les gens sentent ça. J'ai envie qu'ils voient que c'est possible et qu'ils le vivent et qu'ils profitent de leur vie, qu'ils profitent de leur moment, qu'ils ne laissent pas passer les moments juste comme ça. La vie, elle va passer, on va tous être vieux à un moment et j'ai envie qu'ils profitent de tout ça. Mais oui, mais oui. Mais c'est surtout, tu sais, tu as mentionné tout à l'heure le fait de... C'est quand il y a cette introspection qu'on arrive à avoir ce dialogue avec nous-mêmes, qu'on arrive aussi à développer l'empathie pour les autres. Parce que on se juge nous et on juge les autres, mais quand on arrive à faire ce travail interne et qu'on se comprend nous-mêmes, on arrive plus facilement, je trouve, à se mettre à la place des autres aussi. Et donc, il y a un sentiment d'empathie qui se met en place comme ça. Et forcément, quand on voit quelque chose, quelqu'un dans la rue ou une amie ou quelqu'un qui nous raconte quelque chose, on arrive un petit peu à faire ce travail. C'est pas eux qui le font, mais nous aussi, quelque part, on le fait à leur place et on essaye de comprendre d'où ça vient, comment elle a pu arriver à ce raisonnement. C'est peut-être qu'il y avait quelque chose avant, etc. On dépasse cette phase de hop, on dit quelque chose, jugement, mais c'est plutôt une traversée, un chemin qui se met en place. Et c'est ça l'empathie finalement. Même en étant maman, c'est quelque chose qui est très 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 important aujourd'hui, j'imagine. Toi aussi, tu le vis tous les jours. Moi, je vais vivre bientôt ça, Inch'Allah. De se mettre à la place de son enfant. Parce que voilà, toi, tu la déposes par exemple, voilà, pour aller au travail. Donc il y a ce travail de déculpabilisation qui se met en place dans ta tête. Je dois pas culpabiliser, c'est normal. Je suis un modèle pour ma fille aussi, etc. Et de se mettre aussi à sa place et de se dire voilà ce qu'elle peut ressentir. Donc, quand je vais la retrouver, voilà comment je verrai les choses avec elle, etc. Donc c'est la pleine conscience et finalement c'est un travail qui se met en place et qui est fait pour nous et pour les autres aussi. J'aime beaucoup le fait que tu parles d'empathie, parce que dans la pleine conscience, on s'entraîne à la bienveillance aussi. Ouais. Et c'est un entraînement qui est important parce qu'on accueille ce qu'on rejette avec plus de place et plus de bienveillance, en se disant ok, bon bah il y a ça en moi, ok, j'aime pas, mais ça fait partie de moi et c'est aussi une partie du tout et cette personne-là, si elle est énervée, voilà, si elle nous crie dessus, peut-être qu'elle est aussi énervée, etc. Et se dire ok, tu vois, cette bienveillance envers nous-mêmes, envers les autres, envers pas que nos enfants, mais nos parents, typiquement les parents qui, nous, Fatine et moi, enfin, on vit loin de nos parents, mais le fait que les parents, par exemple, veulent nous parler tout le temps, veulent voilà, discuter avec nous, veulent qu'on rentre souvent les voir, etc. Et de se sentir, se mettre à leur place et de dire, ben, même si j'ai pas forcément beaucoup de temps dans ma journée, etc., je vais quand même les appeler, je vais prendre de leurs nouvelles et ça va leur faire plaisir et ça va me faire plaisir. Et
Le fait de penser à ça, rien que de penser à ça, c'est magnifique. Et ne pas culpabiliser, de se dire la bienveillance envers soi, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas être une maman parfaite et un travailleur parfait et être une épouse parfaite. C'est pas possible d'être parfait partout. Et de lâcher un peu sur ça. Et on va pas faire moins. On va pas faire forcément moins. On va juste faire plus intelligemment. Je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et on va laisser la place à... ok. Ouais, typiquement, je te donne un exemple. Hier, on est parti cueillir, faire la cueillette avec Lilia. Et il y a une ferme pas très loin où tu peux cueillir des fraises toi-même. Et elle avait envie de manger à ce moment-là les fraises. Donc elle les voyait. Et moi aussi, tu vois, j'en avais envie. Et sauf que elle a pris les fraises. Elle a son pull qui est blanc, tu vois. Ouais. Et elle mange ses fraises et t'as plein de roses qui dégoulinent de partout. Et je pense avant, j'aurais dit non, mais voilà, on va passer toute la journée avec ce pull comme ça et les gens, ils vont la voir, ils vont dire que j'éduque mal ma fille. Alors que j'étais rigolée et moi, je rigolais aussi et on profitait de ce moment-là. Et les gens, en fait, ils jugeaient même pas. Ils jugeaient même pas. Personne ne nous a dit ah, elle a trop de trucs, trop de roses autour de ses joues. Non, c'est juste dans la tête. Dans la C'est juste tête. dans la tête. Et je trouvais ce moment, c'est génial. Bon, je peux te dire que derrière, j'ai galéré pour enlever toutes les traces de fraises à frotter tout le temps, mais je l'ai fait avec plaisir. C'est sûr, et ça valait le coup de passer un moment pareil. Mais oui, Ouais. mais je l'aurais pas vécu. Je te jure, je l'aurais pas vécu de cette manière-là. Je pense Ouais. pas. Je pense pas. Je pense que j'aurais attention, tu vas salir partout et le moment qui est censé être agréable entre nous, on va se transformer en fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. C'est ça. Parce on oublie qu'on n'est pas là que pour éduquer. Parce que quand on pense à l'éducation des enfants, on pense il faut qu'ils soient parfaits, il faut que. Et donc il y a toujours ce il faut que, hein, il faut que. Mais l'enfance, c'est aussi un moment de vie. Donc oui, et des fois, on leur montre que ça c'est mieux, il ne faut pas faire comme ça, etc. Mais le tout le temps, être tout le temps dans le il faut que, il faut que, il faut que, il faut que, c'est épuisant pour toi et c'est épuisant pour l'enfant. Parce que même l'enfant, des fois, il ne comprend pas pourquoi il faut que. Et il va avoir ce rapport avec le parent qui est ce rapport tout le temps d'autorité, de dominance, de peur, alors qu'on peut construire un environnement pour nous, déjà, pour nous, de se dire bah, c'est pas grave. Et même pour l'enfant, qui va venir se confier, il va venir aussi nous câliner, il va venir. Enfin, il faut que tu me fasses un bisou. Non, pourquoi il faut que tu me fasses. Tu peux pas le faire, tu le feras vite. Hein. Même le bisou, il y a il faut que. Ouais, et voilà, je pense que c'est une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie. Et je ne sais pas si tu es partie écouter aussi mon podcast où je raconte des histoires de pleine conscience. Je raconte un peu ça, ces histoires de vie, sur la culpabilité, le fait de ne pas toujours être parfait, d'accepter les imperfections, d'accepter d'être dans la bienveillance, dans la gratitude. Tu m'as parlé de la gratitude. Tu m'as parlé tout à l'heure de qu'est-ce que ça m'a appris. La gratitude, c'est magnifique. C'est un exercice magnifique de pleine conscience. Magnifique, magnifique, magnifique. Parce que ça veut dire quoi? C'est que tu regardes ce qu'il y a autour de toi, tu laisses la place. Tu as le difficile, il est là. Et tu laisses la place autour de ce difficile de c'est agréable. Là, le vent sur mon visage, c'est agréable. Ces petites brises, c'est agréable. Là où je suis assise, ce coussin, c'est confortable, c'est agréable. Justement, parce que tu l'as dit tout à l'heure, quand on arrive à un point où on commence à dire des phrases comme je regarde les fleurs, le vent, j'ai remarqué que voilà, il y avait des oiseaux qui chantaient, voilà, etc. Donc, quand on arrive à un stade où il y a des phrases de ce genre qui sortent de notre bouche, je considère qu'on a touché quelque chose qui est vraiment primordial, qui est le moment présent, la gratitude forcément, parce que tout ça est entremêlé, et simplement, mais être dans la joie de vivre des choses simples, mais d'une simplicité incroyable.
Et on n'a pas besoin de plus. Et c'est pour ça que ce genre de personnes-là, qui font cet exercice de pleine conscience, ont ce goût du bonheur un peu plus accessible, plus simple à toucher parce que on se satisfait de moins et on n'a pas besoin de plus et c'est tout ce qui compte finalement parce que c'est ça, vivre pleinement, vivre heureux. Ça veut pas, je suis pas à la recherche de telle maison, telle voiture, tel mari, tel enfant, tel. Non, je veux juste être bien dans ma peau, m'accepter, m'aimer, apprécier la nature autour de moi et les personnes autour de moi, ça s'arrête là. Ouais. Et aussi, se rendre compte qu'à l'intérieur de nous, il y a un trésor. Pas qu'à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Et quand on n'y accède pas, on passe à côté de ce trésor. Alors qu'il est là. Il attend que ça. Il attend juste d'être écouté. Il attend, la petite voix, elle attend juste d'être suivie. Il attend juste d'être compris. C'est tout. C'est tout ce qu'elle attend. Et tu m'as fait penser en parlant de ce truc de voiture, de... En fait, les choses les plus belles dans le monde sont gratuites. La mer, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Moi, j'adore la mer. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la mer? Elle est gratuite. Elle est gratuite, la mer. Le fait de poser ses pieds sur le sable, sentir l'eau, c'est gratuit. La montagne, elle est gratuite. Les rivières, elles sont gratuites. Il y a des gens qui passent leur vie à essayer de construire plein de choses pour finalement revenir et dire, et j'en vois autour de moi. Ils reviennent à l'essentiel. Ils reviennent à l'essentiel. Les choses simples, c'est l'essentiel. Et tout le monde a accès à ça. Vraiment, tout le monde a accès à ça. Voir les plantes pousser, c'est magnifique. Il y a de la vie partout. Parler avec ses proches, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il y a de plus connecting? Il n'y a pas. Enrichissant, c'est magnifique. Mais oui, c'est un travail. Y arriver, c'est un travail. C'est un travail, et c'est un travail qu'on n'est pas obligé de faire seul. C'est un travail où on peut se faire accompagner. C'est un travail où on peut investir en soi. Mais je pense que ça en vaut la peine, largement. Vraiment, ça en vaut la peine. Et quand tu as parlé de cette histoire de voiture, il y a plein de gens qui aiment acheter des maisons avec des vues, tu vois, de belles vues. De belles vues. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils travaillent jour et nuit pour acheter une maison avec une belle vue, pour ensuite ne jamais profiter de la vue. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Alors que la vue, elle est gratuite. Tu peux aller sur une petite falaise, tu peux aller sur... Tu vois, il y a plein d'endroits où tu peux avoir une très belle vue et passer plein de temps sans que ce soit forcément acquisition. Tu vois. Et juste le fait, en fait, on a l'impression que quand on va acquérir quelque chose, c'est pour tout le temps. Sauf qu'on oublie que même la vie, elle a une durée limitée. Il n'y a pas quelque chose qui dure à l'infini. Même la vie, elle a une durée limitée. Donc, profitons Qu'est-ce que aussi. tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux en faire? Ouais. Qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux expérimenter? Qu'est-ce que tu veux vivre? C'est Et ça. même si tu fais rien, c'est pas grave. Parce qu'on est tout le temps dans le faire. J'ai envie de faire. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse ce travail. Il faut que je fasse la cuisine. Il faut que je fasse... Et on a l'impression que quand on ne fait pas, eh bien, on n'a pas de valeur. En tout cas, moi, j'avais un peu ce sentiment-là. Si je ne fais pas, si je ne suis pas dans l'action, on n'a peut-être pas de valeur. Et c'est quelque chose qu'on grandit des fois avec. Parce qu'on est reconnu pour, des fois, pour ce qu'on fait et pas forcément juste le fait d'être. Et dire, s'asseoir et dire j'ai de la valeur même quand je fais rien. J'ai de la valeur même quand je suis juste, tout simplement, quand je respire. J'ai de la valeur. Et bien, c'est magnifique, c'est libérateur. C'est sûr. Et ça vient aussi d'une pression sociale qu'on a autour de nous qui est que voilà, telle personne a réussi et pourquoi elle a réussi? Ben, c'est parce que dans son métier, voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle entreprend. Donc le faire dont tu parles. Et on ne valorise pas assez les personnes qui ont réussi parce qu'ils se sentent bien, ils sont heureux. Et c'est ça leur réussite finalement.
qui est probablement plus importante, plus enrichissante que la personne en face qui a fait, mais comment elle se sent vraiment, c'est juste du brouhaha dans sa tête. Constant, voilà. Merci. Merci. C'est ça. Et puis donc toi, en plus de ces 3 casquettes, donc tu as pu jongler un petit peu entre ton métier d'ingénieur, euh, et puis tu as rajouté la pleine conscience, tu as enseigné la pleine conscience, tu es aussi maman en parallèle. Comment on fait du coup pour jongler? Comment ça se passe chez Leïla pour jongler tout ça, pour faire ces 3 choses, ces 3 casquettes à la fois, sans atteindre un épuisement justement, parce que en faisant au départ juste ton métier d'ingénieur, tu as atteint cet épuisement, mais maintenant tu fais plus, mais j'imagine plus qualitativement, plus réfléchi. Donc, comment tu fais un peu pour jongler entre ces 3 casquettes-là? Je me pose toujours la question de pourquoi je vais faire ça. Et donc, je priorise. Il y a des choses que je ne fais plus. Il y a des choses que je ne fais plus parce qu'elles ne sont pas importantes. Je me suis rendu compte que c'était un peu perfectionnisme. Donc, lâcher sur le perfectionnisme, lâcher sur le fait de se dire je vais être parfait au travail, je vais être parfait à la maison, je vais être parfait avec mon enfant, Lâcher un peu ça, ça permet déjà de libérer de la charge mentale. Quand je parle de perfection, en donnant des exemples, il y a des parents qui lisent tous les livres qui sortent. Tous les livres qui sortent sur l'éducation. Tous. D'un moment, ben oui, ce livre il me dit ça, ce livre il me dit ça, ce livre il me dit ça, et ça je lui ai dit ça, et ce médecin il m'a dit ça. Déjà ça t'épuise. Tu n'as pas besoin de faire autre chose, tu as juste lu ces livres, ça t'épuise. Donc oui, lâcher cette perfection. Et ce que je vais dire, je pense, c'est très 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 important, suivre son intuition. Avant, je fonctionnais beaucoup avec le rationnel, de dire je vais regarder toutes ces pistes, et je vais eh bien, les rater, je vais les organiser. Aujourd'hui, j'y vais à l'intuition. Je me dis, il y a 80-90% de chances que ce soit ça, le résultat. Et donc, je vais faire en sorte de regarder un peu autour, mais je vais suivre cette intuition. Oui. Et quand on suit son intuition, on est plus focus, parce qu'on sait où on va, et on passe moins de temps à, comme on dit en anglais, boil the ocean. I don't boil the ocean anymore. Lorsque, pour mes accompagnements, par exemple, quand des personnes viennent me voir, je réfléchis objectif. Objectif. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Et je les positionne dans un moment où je sais que ma fille ne va pas être là et que je ne vais pas avoir du travail. Donc, j'organise un petit peu mes journées. Je délègue. Quand on parle de déléguer, c'est très important parce que ça nous permet de vivre pleinement. Et dans cette idée de délégation, il ne faut pas y voir simplement déléguer à ses équipes. On pense souvent à un délégué, juste déléguer à ses équipes. Déléguer, pour moi, c'est juste une traduction du lâcher-prise. Tout à fait. Et pourquoi je dis ça? Lorsque on est avec une équipe, par exemple, et qu'on a dit on délègue ça, et qu'ils ne font pas exactement, il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent moi j'encadre des équipes, etc. Et ils ne font pas comme je veux moi. Faire comme je veux moi, et bien ça les épuise parce que derrière, ils doivent passer derrière les équipes et réorienter pour que... Et là, que je commence à travailler avec eux, qu'est-ce qui te dérange dans le fait que ce ne soit pas comme tu veux, toi? Et qu'est-ce que ça changera, le fait de leur laisser un peu de place? Les laisser prendre un peu de place eux aussi, les laisser se responsabiliser, les laisser... Parce que c'est un cercle vicieux ou vertueux. Si on commence à leur laisser de la place et leur faire confiance, ils grandissent. Ils grandissent parce qu'ils savent que ce qu'il va faire, il n'y aura pas quelqu'un derrière qui va refaire tout le travail derrière et déjà lui montrer qu'il n'a pas de valeur, il ne sait pas travailler. C'est dénigrant en fait d'avoir quelqu'un qui est tout le temps derrière toi en train de repasser plein de choses. Donc la personne, celui que tu encadres, il grandit et commence. Et plus tu lui fais confiance, et plus lui te fait confiance, et plus lui, il fait confiance en lui-même. Ouais. Donc lui laisser la place à ce qu'on encadre pour bien être force de proposition, pour bien faire plus de choses et les encadrer de manière plus ciblée.
au lieu de leur dire 36 000 trucs dans tous les sens, il y a une seule chose qu'on va corriger et on va la redire jusqu'à ce qu'elle soit corrigée, on va passer à l'autre. C'est l'économie, on va dire, c'est l'économie du feedback. J'aime bien, moi, le feedback économique. Bah, on parle beaucoup de feedback, trop de feedback. Moi, je trouve trop de feedback tue le feedback. Le feedback économique, tu dis une chose jusqu'à ce que ça se résolve, on travaille ensemble pour la résoudre et on passe à l'autre. L'écologie, ah si, l'écologie du feedback, ça j'adore. Je viens d'y penser. L'écologie, c'est génial, l'écologie du feedback. Là, c'est pour les gens qu'on encadre. Un exemple à la maison que je trouve chez toutes les mamans que j'accompagne, en fait. Toutes. Le fait qu'elles pensent que leur mari ne va pas faire aussi bien qu'eux. De se dire, de ne pas laisser la place au conjoint. De se dire, ah oui, non mais c'est moi qui je vais choisir les habits, je vais la changer, je vais la sortir, etc., etc. Non mais c'est moi qui vais la câliner. Et même ce père, déjà, il veut des fois prendre un peu de place et il se trouve, il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a pas de place pour lui. Et c'est, comme je dis, on rentre peut-être dans un cercle vicieux où, eh bien, plus tu prends de la place, et plus l'autre, il fait moins. Il fait moins. Au bout d'un moment, tu sens que tu fais beaucoup, et l'autre, il ne fait pas. Et tu te retournes et tu l'engueules, tu ne fais rien du tout. Pourquoi tu fais rien? C'est complètement contradictoire. C'est complètement contradictoire, mais c'est tellement commun. C'est tellement commun. Et le lâcher-prise de dire, ben, et ça, c'est une amie qui d'ailleurs en fait, est devenue amie après, mais est venue à un stage de MBSR et elle m'a dit ça un jour. Elle m'a dit, eh bien, si mon mari met à mon enfant un jogging et un petit pull de couleur qui n'ont rien à voir, eh bien, il l'a fait avec amour. Et c'est pas grave si ça va pas ensemble. Mais oui. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Si moi, je me retrouve à lui dire, ah bah non, mais mais tu connais rien, mais pourquoi tu as mis ça avec ça, etc. Et ben lui, il va se dire, hein, ça veut dire que je fais pas mon rôle correctement, que je sais pas faire, il va commencer à perdre confiance en lui. Et une fois, mon mari, il a changé ma fille, et j'ai regardé, et c'est pas tout à fait mon goût, pour être honnête. Et j'ai regardé, j'ai souri. Et j'ai souri parce que j'ai pensé à ce qu'elle m'avait dit. Et je me suis dit, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors que si je l'avais pris, j'avais changé de ses habits, etc., la prochaine fois, il va me dire, t'as qu'à le faire toi-même, en fait. C'est ça. Et tu sais, ça me fait penser à quelque chose, pas tout à fait ça, mais c'est similaire quand même. Quand un enfant, par exemple, va faire sa chambre pour la première fois, va faire son lit, donc forcément, l'enfant va mal faire. Les draps sont pas vraiment retournés, sont pas dans le matelas, c'est pas assez bien plié, donc c'est un peu bordélique, voilà. Mais à quoi ça sert de dire ah c'est super, bravo, t'es génial, t'as super bien fait ta chambre, et juste après t'as repassé derrière et ranger. Quel message tu fais passer à l'enfant en faisant ça? C'est tout simplement de dire mais alors je suis en train de lui dire que c'est génial, mais finalement je suis en train de lui montrer qu'en fait pas du tout. Et c'est la mamie qui en avait parlé dans l'épisode précédent, et je trouvais ça très très pertinent. Tout à fait vrai. Et ils comprennent, ils sont pas bêtes. Hein. Mais ils oui. pas juste ce qu'on dit, mais aussi ce qu'on fait, comment on agit. Et ils apprennent aussi par imitation. Ouais. Par imitation. Donc si nous, et ça c'est ce que j'ai étudié en psychologie, si nous, on passe notre temps à ne pas être bien, à engueuler, et à dire « Ah, 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 c'est génial !» et à taire nos émotions, même l'enfant, il commence à faire ça. Ouais. L'enfant, il commence à faire ça. Donc, quand l'enfant va mal, etc., il va venir, il va dire « Ah, 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 tout va bien, moi je vais bien. » C'est ça. C'est dommage. C'est ça, mais tu sais aussi, quand on a en parallèle une société un peu imposante ou un entourage un peu imposant qui nous dit voilà, il faut faire ça comme ci, il faut faire ça comme ça, ah c'est pas bien ce que tu fais, moi j'aurais plutôt fait comme ça, tu allaites pas, tu l'endors comment dans ta chambre avec toi? Donc il y a ce... Tu fais pas le cododo? Oh là là. Ou alors, tu fais le
C'est ça. Bah, donc il y a cette pression familiale, pression sociale derrière. Si en plus nous on a ce syndrome de je veux être parfaite, je veux être la maman parfaite, le papa parfait, voilà, donc il faut apprendre à se déculpabiliser un maximum. Et j'enlèverais le il faut, et je dirais plutôt on peut, tu vois, Ouais. on peut. Parce que faut pas, tu vois, j'utilise le il faut encore. On passe notre temps à faire des choses parce qu'il faut le faire. Ouais. Alors que lorsqu'on s'ouvre aux possibilités, dire on peut. Ce n'est pas il faut que je ne réponde pas de manière agressive, mais je peux répondre sans être agressive. Il faut que je ne crée pas tous les commentaires qu'on me dit et toute la pression de la société pour moi, il faut que je gère ça. Non, je peux, je pourrais travailler avec ça. Au début, ça va être compliqué, mais je peux m'améliorer et je peux. Et c'est vraiment ouvrir ce chemin vers les possibles et enlever la culpabilité de dire ah moi j'y arrive pas. Ben moi la pression de la société ça me ronge, j'y arrive pas. Oui, et c'est normal. Mais je peux peut-être travailler avec ça. Je peux peut-être observer, juste observer. Et je peux, au lieu de réagir, je peux écouter. Je trouve que c'est une belle invitation plutôt qu'une obligation. Ouais. C'est ça, j'adore. Écoute, Leïla, merci infiniment d'avoir partagé avec nous ton histoire. Je suis sûre que beaucoup s'y retrouveront et s'y reconnaîtront aussi. Notamment avec le ne faut pas, mais on peut tous y arriver, on peut tous dépasser ça, les petits malheurs qu'on peut vivre et trouver tout simplement, grâce à la simplicité, à la pleine conscience, se retrouver soi-même, s'aimer soi-même et aimer les gens autour de nous. En tout cas, échanger avec toi était d'une grande richesse. Merci à toi aussi, cher auditeur, qui a suivi l'intégralité de l'épisode. C'était Fatine Alami de Pep Talk with Fatine. Très très bonne journée à tous et merci encore, Leïla. Merci Fatine.